Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La cellule familiale était au cœur de la vie quotidienne dans les royaumes barbares. La famille, souvent élargie, représente une unité économique et sociale importante. Les mariages étaient souvent des alliances politiques destinées à renforcer les liens entre familles nobles. Et bien, dans ce contexte, la femme joue un rôle essentiel dans la gestion de la maison et dans les familles nobles dans l'organisation des domaines. Contrairement à certaines idées reçues, la femme dans les royaumes barbares peut jouer un rôle influent. Les reines et les épouses des chefs de clan peuvent avoir un pouvoir considérable. Par exemple, la conversion de Clovis, je reviens dessus, au christianisme est souvent attribuée à l'influence de sa femme Clotilde. Les reines, veuves ou mères de futurs rois peuvent jouer aussi un rôle de régente, avoir un poids politique important. Malgré tout, pour la plupart des femmes, leur vie est concentrée quand même sur la gestion du foyer, l'éducation des enfants, le travail agricole ou le travail domestique. Dans les classes populaires, les femmes participent activement à la production agricole. Elles s'occupent du tissage, de la fabrication de vêtements, de la gestion des stocks de nourriture et jouent un rôle essentiel dans l'économie rurale. Dans les campagnes, la vie est dure, marquée par le travail manuel et la dépendance bien entendu à l'égard des saisons. Après la chute de l'Empire romain, l'agriculture, c'est non seulement la principale activité économique, mais aussi un pilier fondamental de la survie de ces nouvelles sociétés. Dans un contexte où les échanges commerciaux internationaux ont largement diminué, évidemment, où les grandes villes romaines se dépeuplent, où les infrastructures déclinent, la population se tourne massivement vers la terre pour assurer sa subsistance. L'agriculture devient alors la clé de l'autosuffisance, une réalité qui va marquer profondément la structure sociale, politique et économique des royaumes barbares, mais évidemment de cet Occident médiéval. L'économie des royaumes barbares repose presque donc exclusivement sur la production agricole, à l'inverse de l'Empire romain qui avait développé des réseaux commerciaux complexes reliant les différentes régions du bassin méditerranéen. Les royaumes barbares sont essentiellement ruraux. La terre est au cœur de toutes les relations sociales et politiques. La possession de terre détermine non seulement le statut social, mais aussi l'influence politique des individus. La plupart des habitants des royaumes barbares sont des paysans qui travaillent dans ces villages agricoles, souvent organisés autour de domaines ruraux qu'on appelle villae, des vestiges évidemment de l'organisation romaine. Les villas. Ces domaines appartiennent en grande partie aux nobles et aux élites, tandis que les paysans, souvent des serfs ou des tenanciers, cultivent les terres. Ils sont en grande partie donc subordonnés à ces seigneurs qui exercent une autorité économique et militaire locale. La culture de base, c'est le blé, l'orge et l'avoine. Mais on trouve aussi des légumineuses et des légumes destinés à l'alimentation locale. L'élevage joue aussi un rôle central, évidemment, avec des troupeaux de moutons, de porcs et de vaches qui fournissent de la viande, du lait, de la laine et du cuir. Dans certaines régions, comme le royaume des Wisigoths en Espagne, la vigne et l'olivier deviennent des cultures importantes. Ça rappelle aussi l'héritage romain de ces terres agricoles. Dans les royaumes barbares, les changements politiques entraînent aussi des modifications dans l'organisation de ces domaines agricoles et la gestion des terres. Après la chute de l'Empire romain, la structure des villas romaines, des villae, se transforme progressivement sous l'influence des pratiques germaniques. Les grands domaines agricoles sont encore présents, mais en fait ils évoluent pour répondre aux nouvelles réalités politiques et économiques. La propriété foncière devient un outil de pouvoir pour les nobles qui utilisent leurs terres pour obtenir des guerriers en échange de terres, créant comme ça des relations déjà de vassalité qui vont préfigurer le système féodal. Évidemment, plus c'est grand, plus j'ai des hommes, plus j'ai des hommes, plus je suis fort, plus je suis fort, plus je fais venir à moi, et c'est un cercle vertueux. La gestion de ces domaines se fait souvent sur le modèle de l'autarcie, c'est-à-dire que chaque domaine en fait produit tout ce dont il a besoin pour survivre. Les échanges commerciaux sont devenus plus rares. Les domaines agricoles sont donc contraints de s'autosuffire. Ils produisent de la nourriture, mais aussi des textiles, du bois, des outils et d'autres produits essentiels à la vie quotidienne. Et c'est comme ça que peu à peu vont reprendre non pas les échanges internationaux, mais les échanges locaux ou un petit peu plus loin, et on va créer des marchés, on va créer des foires, etc., etc. C'est toute l'Europe médiévale qui est en train de se mettre en branle.
Certains royaumes barbares, comme les Visigoths en Espagne et les Ostrogoths en Italie, vont quand même maintenir une certaine organisation des infrastructures agricoles héritées de Rome. Les systèmes d'irrigation romains, les routes et même les techniques de labour sont souvent maintenus, notamment dans les régions méditerranéennes, où l'influence romaine est là profondément ancrée, en fait. Eh bien, ça démontre, là encore, une certaine continuité avec l'héritage romain dans un monde en pleine transformation. Dans ces sociétés post-romaines, encore une fois, posséder la terre, c'est source de richesse et de pouvoir. La terre est également un moyen de contrôle social. Les paysans, même s'ils sont libres pour certains, sont souvent donc subordonnés aux grands propriétaires terriens. Ils paient une redevance sous forme de travail ou de produits agricoles, en échange de la protection que leur offre le seigneur local. Cette dépendance, même si elle est différente de l'esclavage romain, montre, si vous voulez, une transformation des relations économiques et sociales dans ces fameux royaumes barbares. La protection militaire offerte par les nobles devient essentielle dans un monde où les invasions et les pillages sont fréquents. Or, cette protection ne vient pas de l'Empire, ne vient pas de Rome, ne vient pas d'un empereur, on va dire, hypothétique, mythique ou tout ce que vous voulez, c'est une protection locale. L'agriculture n'est donc pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi un instrument de pouvoir politique. Le contrôle des terres permet aux nobles de lever des armées, d'étendre leur influence, de fidéliser des hommes grâce à la distribution de parcelles. C'est sur cette base que se construisent les premiers systèmes de dépendance féodale où la terre est échangée contre des services militaires. Pour être très concret, j'ai un grand domaine, j'ai besoin d'hommes, tiens, tu vas te mettre ici, je te donne un petit lopin de terre, toi, à ton niveau, tu vas diriger un certain nombre d'hommes, etc., etc. Mais tu seras mon subordonné, petit à petit, mon vassal, et tes hommes deviendront petit à petit, alors au début ne seront pas mes hommes, mais petit à petit, c'est la féodalité qui va changer, qui va se développer. L'homme de mon homme n'est pas mon homme au départ, et puis peu à peu, la féodalité va avancer, et l'homme de mon homme deviendra mon homme. Ça aura une influence considérable, là encore, sur la guerre de 100 ans, qui viendra évidemment, mais pas tout de suite. C'est une émission, encore une fois, qu'on va refaire. Ça me paraît important. Malgré un certain retour à l'autarcie, les royaumes barbares ne sont pas simplement une régression. Il ne faut pas voir ça comme ça. Ce n'est pas une régression par rapport à l'Empire romain. En fait, ils innovent dans pas mal d'aspects de la gestion agricole. Par exemple, l'introduction de nouvelles techniques de culture, l'amélioration des outils agricoles comme le collier d'épaule pour les animaux de trait qui vont permettre d'augmenter la productivité dans certaines régions. Ça paraît rien, mais c'est vachement important. L'utilisation plus répandue de la charrue à roues dans les royaumes francs est un autre exemple de cette adaptation. Eh bien, ces innovations, ces nouvelles technologies, si vous voulez, permettent aux royaumes barbares d'augmenter leur production agricole, même si c'est de manière assez inégale selon les régions. Les zones rurales sont globalement plus résilientes grâce à ces avancées, assurant une meilleure alimentation des populations malgré les turbulences politiques. Eh bien, ça renforce le rôle central de l'agriculture comme pilier économique, même dans une période marquée par des bouleversements constants. Ça, c'est très important. L'Église, on l'a compris, joue un rôle fondamental dans les royaumes barbares, devient un acteur clé dans l'agriculture. Les monastères, souvent établis dans des zones rurales, possèdent de vastes terres agricoles qu'ils exploitent. Ils vont introduire des innovations agricoles eux aussi, ils vont expérimenter de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, ils vont produire des surplus qui sont parfois utilisés pour subvenir aux besoins des populations locales quand on en a besoin. Les moines non seulement cultivent la terre, mais ils sont aussi souvent à la pointe de l'administration des domaines agricoles, gérant efficacement leurs propriétés pour maximiser la production. Vous savez que c'est à cette époque qu'on a cette société qui prend forme, encore, ceux qui travaillent, ceux qui prient et ceux qui combattent. Laboratores, oratores et bellatores, ceux qui combattent, bien sûr. D'où belliqueux, par exemple. Cette organisation fait donc des monastères des centres d'activité économique et agricole et leur influence va s'accroître tout au long du Moyen-Âge. Ils deviennent aussi des lieux de transmission du savoir agricole, préservant, développant des techniques qui vont être diffusées à travers l'Europe. Évidemment, chaque monastère va donner les bonnes pratiques à un autre monastère, etc., etc. En conclusion, donc, l'agriculture dans les royaumes barbares d'Occident est bien plus qu'une simple activité économique. Elle est la pierre angulaire sur laquelle
laquelle reposent les relations sociales, politiques et économiques de ces sociétés. La Terre, c'est le moteur de la richesse et du pouvoir. La manière dont elle est gérée et exploitée va influencer directement l'organisation de la société. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.